Oui, donc c'est bon, tout le monde nous entend bien. Donc, université d'été, je rappelle le concept. Voilà, l'objectif, c'est, enfin, nos collaborateurs ont travaillé cet été pour vous nourrir sur l'actualité un petit peu chaude du monde agricole et par extension sur l'alimentation. Ce webinaire sera enregistré. Les replays seront disponibles sur notre chaîne YouTube AgroSolutions. N'hésitez pas à poser vos questions là où vous nous avez déjà remonté que le son ne fonctionnait pas, directement dans la partie conversation. Elisa se fera un plaisir d'y répondre. Merci à Elisa d'être ici. Donc, Elisa, c'est vraiment notre experte référente sur tous les sujets eau. Elle est donc hydrogéologue de formation et elle travaille depuis 10 ans, près de 10 ans chez AgroSolutions. Pour revenir un petit peu, mais très rapidement, parce que voilà, on fait à chaque fois cette présentation d'AgroSolutions, donc ceux qui nous suivent depuis le début connaissent par cœur. Donc, on est un cabinet de conseil en agro-environnement, filiale d'InVivo. Donc, InVivo, c'est une union de 200 coopératives agricoles qui représente toute la moitié des agriculteurs. On est 48, on est répartis sur plusieurs bureaux en France et on travaille avec des acteurs de tout le territoire au niveau national. On existe depuis 1965, donc avec un ADN très fort en agronomie et puis une présence sur le terrain, voilà, grâce à notre filiation au groupe InVivo notamment. On travaille, alors donc voilà, ce qui est important pour nous, c'est que on base vraiment toutes nos méthodologies et notre accompagnement client sur des références scientifiques. Donc là, vous avez un petit panel sur les sujets un peu clés, donc biodiversité, carbone, sol et notamment la partie eau. Donc on a travaillé sur un projet Cdisco dont l'objectif a été vraiment d'évaluer l'intérêt de certains systèmes, notamment semi-directs sous couvert sur la partie quantitative et qualitative. Tous nos méthodos sont référencés, certifiés avec voilà, les standards de référence. Et puis, nos 48 collaborateurs ont tous des dominantes, donc agronomie, biodiversité, climat, etc. Ce sont des compétences qu'on agrège pour vous accompagner au mieux et voilà, avec une méthodologie sur mesure, depuis la stratégie jusqu'à la mise en œuvre. On travaille aussi bien donc sur toute la chaîne alimentaire, aussi bien pour la partie amont agricole qu'industrielle agroalimentaire qu'au niveau des territoires. Voilà, j'ai essayé de faire court. Je te passe le relais, Elisa, pour rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Ludivine. Alors, je te laisse accueillir aussi les participants qui sont en train de rentrer. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire autour de la gestion de l'eau pour pouvoir produire plus et mieux. Cette thématique m'a donné envie d'introduire un petit peu le contexte avec qu'est-ce qu'on entend par produire plus et mieux. Quels sont les enjeux d'aujourd'hui et aussi les enjeux de demain. Et donc, c'est ce par quoi je vais commencer, notamment en vous présentant de façon un peu succincte et probablement un peu rapide une étude d'un consortium de chercheurs, l'idée par l'INRAE. Cette étude, elle est consultable, elle est sortie en 2020 et elle est une étude de référence, enfin on va dire lecture actuellement de référence, pardon. Elle se base sur différentes hypothèses au niveau du contexte mondial. Donc déjà des hypothèses d'évolution démographique avec, j'imagine que vous le savez, une augmentation d'ici à 2050 de probablement 40% de la population mondiale. Alors par rapport à une base de référence de 2010. Toutes les bases de référence sont 2010. Donc une augmentation démographique qui va engendrer une augmentation des besoins alimentaires, donc en kilocalories, les besoins caloriques, qui va selon les régimes, donc soit un régime qui poursuit sa dynamique actuelle, soit un régime qu'on appellera régime sain, qui s'appuie sur des ratios en cohérence avec ceux des recommandations de l'OMS et sur un plafonnement de la consommation de calories. Donc une hausse des besoins qui pourrait aller entre 38% et 47%. Et la troisième grande hypothèse, c'est une hypothèse plutôt technique agronomique de hausse des rendements. Et là encore, on a plusieurs hypothèses sous-jacentes qui sont très bien décrites dans l'étude, des hypothèses d'évolution technologique plus ou moins marquées et des hypothèses de valorisation supplémentaire ou non du carbone atmosphérique qui va donc augmenter la photosynthèse et donc la biomasse et les rendements.
Donc, une hausse de rendement, une hausse des régimes. Et ce qui est aussi intéressant dans cette étude, c'est qu'elle s'est basée sur un indicateur de surface cultivée, d'évolution des surfaces cultivées, pour pouvoir montrer un petit peu les évolutions. En allant directement au résultat, ce qu'on voit, quelles que soient les hypothèses qui sont travaillées, c'est des surfaces cultivées qui seront probablement en surplus en Europe, donc des surfaces qui seraient en surplus pour répondre à la fois à la demande domestique telle qu'elle est aujourd'hui et aux balances commerciales mondiales. Donc, ces surfaces cultivées en surplus, ce qui serait intéressant, c'est de creuser un petit peu, et c'est ce qui a été fait dans l'étude, pour voir si on les mettait en culture, est-ce qu'on pourrait augmenter du coup potentiellement la production mondiale, ou une autre hypothèse, peut-être les mettre en culture, non pas pour augmenter la production, mais à production égale, diminuer un petit peu les rendements et donc l'intensivité des modèles agricoles. Si on regarde sur la première hypothèse et qu'on se concentre sur la France, on voit dans les résultats que la France va avoir une production qui va augmenter d'une 30%. Et on voit aussi que cette production en plus, elle va plutôt avoir tendance à renforcer le caractère d'exportateur net de la France. Aujourd'hui, on est déjà exportateur, mais ça va être amplifié par une diminution des importations de viande. On change de régime, et une augmentation des exports de céréales parce que la demande mondiale va avoir tendance à augmenter l'export du pays, de la France vers d'autres pays. Donc ça, c'est une évolution qui est un des premiers apprentissages de l'étude. On pourrait augmenter la production, ça va plutôt aller vers de l'exportation supplémentaire pour la France. Si on essaye de regarder la deuxième hypothèse, c'est-à-dire on diminue un petit peu l'intensivité en profitant de ces surfaces en plus. Ce qu'on note aussi dans l'étude, c'est que vous voyez sur la gauche, vous avez le graphique de la France qui montre qu'on pourrait potentiellement, en mettant en culture ces surfaces, diminuer l'intensivité d'1% de rendement en moins. Donc, on pourrait imaginer avoir une transition qui pénalise un petit peu le rendement à hauteur de 1%, ce qui n'est pas beaucoup. Ça, c'est sous réserve d'avoir des balances commerciales équivalentes dans le futur. Attention, néanmoins, c'est une étape intermédiaire dans l'étude qui n'a pas pris beaucoup en compte l'évolution climatique et notamment le stress hydrique que la France va subir, au contraire d'autres régions. Donc, est-ce qu'on va avoir vraiment plus de surface? La réponse est plutôt non, parce que les contraintes hydriques vont abattre en fait encore plus les rendements par un abattement du rendement pluvial et une moins grande disponibilité de l'eau pour l'irrigation. Donc, ces 10% de rendement en moins sur l'hypothèse française va faire qu'on ne va pas avoir vraiment plus de surface pour pouvoir diminuer un petit peu l'intensité de la production. Et ça, on le voit, alors je vais passer très vite, mais on le voit sur ce graphique. Si on considère la contrainte hydrique supplémentaire, en fait, on passe d'une surface libérée pour désintensifier à un besoin de surface en plus. C'est l'histogramme jaune que vous voyez à côté. Donc, c'est un constat qui est un petit peu pas surprenant, mais en tout cas un petit peu gênant pour certaines hypothèses de désintensification. En fait, c'est un petit peu compliqué de le faire selon les hypothèses de cette étude qui sont acceptées. Et pour pouvoir adapter un petit peu les systèmes agricoles, on imagine qu'il faudrait avoir une incitation politique et donc un choix stratégique de la part de la politique française, européenne et mondiale. Et là, sans les décrire toutes, pour pouvoir s'adapter à ces différentes contraintes, on pourrait imaginer avoir des stratégies qui diffèrent, qui pourraient être complémentaires ou pas les unes des autres. Mais pour vous en citer seulement deux, par exemple, le protectionnisme environnemental, l'idée, ce serait d'accepter qu'on diminue le rendement en acceptant qu'on diminue la production et que ça se fasse au détriment de l'export. Le problème de ce point-là, c'est que on oublie un petit peu les besoins grandissants de certains pays importateurs et que potentiellement, ces pays vont malgré tout aller s'approvisionner, importer des cultures qui viennent d'autres régions mondiales. Et ça pourrait se faire au détriment des standards environnementaux. Donc, en fait, un report de notre impact environnemental dans d'autres pays. Un deuxième axe qui pourrait être intéressant, ce serait un axe d'intensification partielle, c'est-à-dire on intensifie un petit peu sur certaines des surfaces, mais sur des surfaces qui sont choisies et qui sont limitées, et sur des surfaces qui sont moins vulnérables ou moins soumises à des aléas. Ça, c'est un modèle qui est proche de celui du modèle américain qui, structurellement, a plein de surfaces à disposition et donc peut se dire, on protège, on laisse en jachère, donc en intensité faible, on va dire, des dizaines de millions d'hectares et puis sur le reste, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, sans vous décrire la totalité des exemples de stratégies qu'on pourrait imaginer, voilà deux exemples qui sont intéressants d'avoir en tête.
Au-delà de cette incitation politique et de ces choix stratégiques majeurs, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que c'est à l'échelle de l'agriculteur aussi d'avoir une action pour pouvoir produire plus et produire mieux. Pourquoi l'agriculteur? Il est à la fois dépendant de l'écosystème parce qu'il travaille avec le vivant, il travaille avec le sol, il travaille avec la biodiversité, il travaille avec l'eau qui est à disposition. Et c'est aussi le premier gestionnaire en fait de tous ces milieux. Donc, il a un rôle qui est important, qui est conséquent. Et sur la thématique qui est celle d'aujourd'hui autour de la gestion de l'eau, c'est un rôle qui est absolument majeur. Et donc, voilà, après vous avoir, je l'espère, convaincu de ces aspects contextuels sur qu'est-ce que ça veut dire produire plus et produire mieux, on va commencer par regarder un petit peu ce que ça veut dire autour de la gestion qualitative de la ressource en eau. Donc, l'agriculteur, est-ce qu'il est producteur d'eau potable? Et je pense que vous l'avez compris, on en est assez convaincu. Pour remettre un petit peu dans le contexte de la gestion qualitative de l'eau, c'est une problématique qui est déjà ancienne et qui est d'abord venue d'une problématique sanitaire. Il faut qu'on ait de l'eau potable au robinet, une eau qui soit de bonne qualité. Et pour ça, il faut qu'on ait des captages qui soient producteurs d'eau de bonne qualité. Ce qu'on constate depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a des captages qui sont fermés et une partie de ces captages sont fermés à cause de problématiques de qualité liées à la production agricole. Ce qui fait qu'on a eu de nombreux textes et de nombreux dispositifs réglementaires qui s'appliquent toujours, qui permettent de mettre la France sur une trajectoire d'amélioration de tout ça. Et c'est des problématiques qui sont dans le Code de la santé en première instance et dans le Code de l'environnement notamment. Cette prise en main réglementaire, elle a permis de déjà commencer à améliorer les choses, en tout cas dans certains secteurs. Ce que vous voyez donc sur la carte, c'est la pollution des eaux souterraines par les nitrates. Et ce que vous voyez aussi et surtout, c'est qu'en Bretagne, on a quand même eu depuis une dizaine d'années une nette amélioration de cette problématique, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres régions de France, notamment autour du bassin parisien. Ça, c'est notamment dû au fait qu'on a des temps de transfert qui sont différents et donc des temps de réaction, si vous voulez, ou des réactivités qui diffèrent. La nappe de la Cresse, c'est un secteur qui a plutôt des taux de transfert parfois assez longs. Et donc, ce qu'on enregistre là en jaune, c'est certainement des pratiques agricoles qui sont déjà anciennes, voire de quelques décennies. Donc ça, c'est pour la partie plutôt pollution par les nitrates, avec une différence d'évolution depuis une dizaine d'années. Pour la partie phyto, donc produits phytopharmaceutiques, on a aussi eu une prise en main politique avec notamment les plans nationaux éco-phyto que j'imagine vous connaissez tous, ou en tout cas vous en avez tous déjà entendu parler, avec des ambitions qui ont été revues à la baisse dans les plans successifs, notamment sur la temporalité d'atteinte des objectifs de diminution de l'usage des produits phytopharmaceutiques, PPP. Aujourd'hui, on en est au plan Ecophyto 2+. J'aurai une petite partie à la fin sur les actualités de la rentrée, gardez ça en tête. Et ce qu'on note, c'est que malgré des ambitions un petit peu hautes qui n'ont pas montré leur efficacité trop, en tout cas pas depuis 2008, on a quand même une amélioration qui est visible, qui commence à être visible sur les deux gros indicateurs, la quantité totale de substances actives vendues. Donc là, on a une diminution même au niveau de la moyenne sur plusieurs années. Et puis l'autre indicateur, c'est le NODU, c'est le nombre de doses unités qui intègre à la fois des surfaces traitées, les ventes de produits et puis les doses homologuées. Et on voit à nouveau que sur des moyennes triennales en l'occurrence, on a plutôt une tendance baissière, donc qui est un petit peu rassurante. À nouveau, une visualisation cartographique qui diffère un petit peu en fonction des milieux, plus ou moins réactifs. À gauche, vous avez l'évolution des produits phytopharmaceutiques dans les cours d'eau, donc milieu plutôt réactif, avec une nette amélioration sur une grande partie du territoire français depuis 2008. Et à l'inverse, sur la même période, au niveau des eaux souterraines, on a plutôt tendance à enregistrer une dégradation, à nouveau sur le secteur, notamment la craie et probablement aussi en partie lié au fait que l'inertie du milieu est importante et qu'on enregistre donc des pratiques un peu anciennes. Alors, je dis probablement, il faut nuancer, c'est quand même des processus qui sont extrêmement complexes, le transfert de ces molécules dans les eaux et vers les nappes souterraines, notamment les nappes phréatiques. Chaque secteur géographique a ses propres caractéristiques de vulnérabilité notamment,
à plus de ruissellement, plus d'infiltration, à garder plus ou moins les molécules dans le sol ou au contraire à les laisser filer avec les écoulements d'eau. Et donc, vous l'aurez compris, c'est des processus qui sont complexes et qui sont en partie liés aux molécules, mais aussi en partie liés au milieu. Et le sol est un bloc qui est extrêmement conséquent en termes de transfert de ces molécules phytopharmaceutiques ou non. Chez AgroSolutions, on est capable de diagnostiquer justement et d'évaluer, malgré la complexité de ces transferts et de ces processus, de pouvoir quantifier quel va être l'impact des pratiques agricoles sur la qualité de l'eau. On est aussi en capacité, parce qu'on a de nombreux experts, notamment agronomes, d'apporter des ensembles de solutions qui soient les plus acceptables et les plus efficaces possibles, et aussi et surtout de diffuser et déployer ces solutions le plus largement possible avec la valorisation de la publication. Je vais essayer du coup de vous donner un exemple de ce qu'on est en capacité de faire dans chacune de ces catégories d'accompagnement. Donc pour la première, le diagnostic. Pour la partie phytopharmaceutique, volontairement, je prends un exemple, mais on a la même chose pour les nitrates. On peut identifier le risque pour les eaux souterraines d'une combinaison d'une molécule appliquée avec une dose, une date, dans un contexte de sol et de climat. Ça, c'est avec notre outil Macro. Et donc, cet outil Macro, on peut l'utiliser de plusieurs façons. À gauche, je vous ai montré un exemple d'un usage pour une coopérative. Donc, dès qu'on a quelqu'un qui est en rapport avec la production agricole sur un territoire donné, il peut être intéressant, par exemple, de travailler sur quels seraient les programmes phyto qui sont mieux disants les uns par rapport aux autres en fonction des différents contextes. Là, par exemple, c'est un exemple pour la coopérative La Tricherie, ou sur un ensemble de profils de sol autour de dans leur territoire. On a testé un certain nombre de programmes phyto et on a identifié qu'ils étaient plus ou moins risqués pour la qualité de l'eau en fonction des types de sol. Donc ça, ce serait l'usage a priori, on va dire. On compare les itinéraires entre eux. Et on a un autre usage là qui peut plus intéresser, par exemple, les firmes fournisseurs phyto, qui est un usage, par exemple, où on va modéliser un produit spécifiquement ou une molécule spécifiquement dans un contexte historique, donc un bassin versant avec un historique climatique, avec un historique de pratique, et on va voir quels pourraient être potentiellement pourquoi est-ce que c'est une molécule qui est à risque ou non, et surtout, quelles pourraient être les recommandations, les bonnes pratiques que le fournisseur pourrait déployer ou recommander de fractionnement, de limitation sur certains sols, par exemple, dans le cadre de leur mission de stewardship environnemental. Donc ça, c'était pour la partie diagnostic avec un de nos outils qui s'appelle Macro. On peut aussi valoriser donc un panel de solutions agronomiques directement ou peut-être à l'échelle plutôt de territoire, des régions, des départements ou encore des coopératives potentiellement, avec des projets de diversification vers des filières qui seraient à moindre impact. Donc, on dit bas niveau d'impact. Là, on peut imaginer mettre en place mettre à disposition différents de nos atouts, que ce soit cet aspect très technique et agronomique et notre ADN, mais aussi des aspects plutôt organisationnels, fonctionnement des filières, et puis le réseau pour pouvoir être sûr qu'on se place à l'interface des différents acteurs et des différentes parties prenantes. Et vous l'avez compris, j'espère, ces méthodes de diagnostic, c'est des méthodes de diagnostic qu'on peut appliquer. Activer avec des niveaux de précision, ou en tout cas de complexité qui varient. Au-delà de ça, quand on parle de diversification, il faut aussi que ce soit des choses qui soient co-construites parce que c'est à l'échelle d'une chaîne alimentaire, donc de différents acteurs. Et donc, on a aussi des méthodes d'animation, de concertation qui peuvent être activées. Le dernier point, ce serait un point plutôt de déploiement, de changement d'échelle. On est assez convaincus, j'espère que vous aussi, que pour pouvoir inciter plus facilement les agriculteurs à changer leurs pratiques, il faut qu'ils soient rassurés d'un point de vue économique, ça reste des entreprises. Et donc, on est convaincus du fait que les paiements pour services environnementaux peuvent permettre de rendre acceptable le changement en rémunérant en fait l'amélioration des impacts environnementaux des exploitations. Et donc pour ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a une méthode de spatialisation et de choix d'indicateurs et de bornes qui permettent de calculer facilement des rémunérations. Et au-delà de ça, on peut accompagner au montage du projet en amont de ça ou à l'inverse, par exemple, la contractualisation entre les fournisseurs du service, donc les agriculteurs, et les bénéficiaires qui sont les financeurs, par exemple la société ou des services publics ou des acteurs des industries agroalimentaires.
Donc, 3 types d'offres parmi le panel de ce qu'on peut proposer pour accompagner l'agriculture, quels que soient les acteurs qui se penchent sur la question, mais sur le volet gestion de la qualité de l'eau. Il y a un deuxième volet qui est très important et qui est très lié au contexte récent, c'est le volet de la préservation, en tout cas de la gestion quantitative de la ressource. Je vais repartir du même principe avec quelques éléments de contexte. Il faut savoir qu'en France, on prélève un peu moins de 33 milliards de mètres cubes par an, dont la grande majorité est prélevée dans les cours d'eau. Pour le secteur agricole, on prélève globalement 9% des prélèvements français. Attention, je me permets de préciser un petit terme spécifique. On parle pour les 9% de prélèvement et non pas de consommation. Quand on parle de qu'est-ce qu'est l'impact de l'agriculture, quelle est la consommation du secteur agricole, on est plutôt sur 58% de l'eau à l'échelle du territoire français. Pourquoi cette variation de gradient? Pour vous illustrer un petit peu, c'est essentiellement lié au fait que des centrales nucléaires, par exemple, elles vont avoir tendance à prélever beaucoup, mais elles n'utilisent pas l'eau, c'est juste pour le refroidissement des centrales et donc l'eau est en quelque sorte rejetée immédiatement. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu la différence entre eau consommée et eau prélevée. C'est un contexte, vous l'avez bien compris, qui a tendance à devenir de plus en plus inquiétant. Ce que vous avez là sur la carte, c'est les épisodes de restriction de niveau crise, en fait exactement une fréquence. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des secteurs en France qui sont fortement concernés par des déficits récurrents et donc des nécessités de restreindre en fait l'usage de l'eau. C'est quelque chose qui a été extrêmement marquant dans les médias l'été dernier, avec une grande majorité des départements français qui étaient en restriction à l'été 2022, avec même 1000 communes qui ont subi des ruptures d'alimentation en eau potable, donc plus d'eau au robinet. C'est vraiment très concret. Et c'est quelque chose qui se poursuit même récemment parce que on a eu un hiver assez sec, et notamment un premier trimestre où on a eu 32 jours consécutifs sans précipitation, ce qui est remarquable, dans le mauvais sens du terme. Et c'est quelque chose qu'on observe du coup avec un déficit de remplissage en fait des réserves d'eau souterraines. Là, c'est juste pour vous montrer qu'on a tendance à baisser de plus en plus. On n'arrive pas à remplir en fait les réserves souterraines françaises depuis plusieurs mois. Ce contexte récent très inquiétant, il a amené à une prise en main politique qui a commencé en premier lieu par, entre 2017 et 2019, une prise en main par le ministère de la Transition écologique, donc l'environnement, et puis avec ses assises de l'eau. Un des grands apprentissages, une des grandes orientations qui ont été issues de ces assises de l'eau, c'est une économie nécessaire et un meilleur partage de l'eau, avec notamment des objectifs de réduction de 10% à l'horizon 2025, c'est dans 2 ans, et 25% à 2035. Donc, c'est des objectifs qui sont ambitieux. Après la prise en main par l'environnement, on a eu une prise en main par l'agriculture, avec le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. Donc là, il y a de nombreux axes de travail qui ont été abordés, avec notamment thématiques autour des assurances récoltes, autour des feuilles de route d'adaptation par filière au changement climatique, les projets territoriaux de gestion de l'eau et comment est-ce qu'on pouvait mieux les utiliser pour gérer l'eau notamment les conflits d'usage dans les territoires, et d'autres annonces. Voilà, je vous passe les détails. Le dernier en date, c'est vraiment en réaction à l'été dernier, c'est le plan eau qui est paru tout fin mars de cette année, avec quelques mesures phares particulièrement impactantes pour l'agriculture, notamment une réduction de 10% par hectare des prélèvements pour l'irrigation, dans le cadre de plans de sobriété par filière, donc c'est quand même conséquent. Et puis probablement encore plus inquiétant, probablement une impossibilité à venir d'irriguer dans certaines zones, les zones qui sont très déficitaires. Il est prévu qu'il y ait un arrêt progressif en fait des autorisations de prélèvement. Donc c'est un peu 2 mesures phares. Il y en a 53 en tout, donc je ne vais pas toutes vous les lister évidemment. Elles sont pas toutes liées au secteur agricole non plus. Et ce qui est quand même en point positif à noter, c'est qu'il y a des enveloppes financières qui sont débloquées pour pouvoir développer des techniques d'économie d'eau ou la récupération d'eau de pluie sur les toitures, par exemple. Donc, un plan dont on attend un petit peu la mise en pratique dans les mois, années à venir.
Cette prise en main politique, elle est de toute façon nécessaire aussi parce que, vous l'aurez tous compris, on est dans une nécessité de gérer quantitativement la ressource en eau, mais donc forcément aussi de parler d'adaptation au changement climatique pour la gestion de cette ressource en eau. Très rapidement, il existe un projet de recherche de très grande ampleur qui s'appelle Explore 2070, qui est un petit peu ancien, mais en cours de mise à jour. Là, on devrait avoir les nouveaux résultats du Explore 2 qui devraient sortir en 2024. Mais donc, pour le moment, sur les résultats de la première version, ce qu'on note, c'est que si on continue comme on fait aujourd'hui, on va avoir une extension de la non-satisfaction des besoins totaux avec l'eau à disposition. Donc, des déficits qui vont s'augmenter, qui vont devenir plus importants et qui vont s'étendre. Ce projet, il a testé plusieurs stratégies. C'est essentiellement des stratégies qui s'appuient sur une diminution des fuites dans les réseaux et une diminution de l'irrigation, notamment du maïs. Et ce qu'on note, je vais vous passer la lecture de ces cartes très rapidement, mais aucune de ces stratégies d'adaptation testées dans le cadre du projet Explore 2070 ne permettent de rétablir un équilibre proche de la situation actuelle. À chaque fois, ça s'empire. Donc ça, c'est une lecture qu'on peut avoir à horizon 2070 et qui est tout usage confondu, pas uniquement sur le secteur agricole. Si on regarde un peu plus spécifiquement sur le secteur agricole, vous avez là sur la succession de cartes deux scénarios du GIEC, donc un scénario dit 4.5 et un scénario moyen, et puis le scénario dégradé, très dégradé, qui est le scénario 8.5. Et quand vous allez à gauche, vous êtes sur la référence, donc l'historique, et plus vous allez à droite, plus vous êtes loin dans le temps, en gros. Cet ensemble de cartes, il représente le nombre de jours avec des sols secs pendant la période, la saison agricole, donc de mars à octobre. Et donc, ce qu'on note, c'est qu'on a une dégradation globale, générale, avec une augmentation du nombre de jours de sol sec, quel que soit l'horizon, quel que soit le scénario, et avec des zones sur lesquelles cette problématique est amplifiée de façon majeure, notamment dans le pourtour méditerranéen, si on regarde l'horizon lointain dans le pire des scénarios. Si on reste sur un horizon moyen, mais toujours dans ce pire des scénarios, là, vous avez la carte qui est non pas l'évolution, donc la dégradation en fait de cet indicateur, mais vraiment l'indicateur en tant que tel. Et j'ai essayé de vous le traduire un petit peu en taux de la saison qui sera dit en sol sec. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelques secteurs, donc le secteur méditerranéen où on va avoir jusqu'à 85% de la saison qui sera dit en sol sec, donc la sécheresse agricole. On va avoir jusqu'à 70% sur on va dire un centre-ouest ou un pays de la Loire un petit peu élargi, quoi, et 65% dans la vallée de la Garonne moyenne. Donc une problématique de sécheresse des sols agricoles qui va être vraiment importante et conséquente. Comment est-ce qu'on fait du coup pour pouvoir gérer cette problématique? Je voulais aussi aborder un petit peu ce que vous avez probablement déjà entendu, c'est-à-dire le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau. Voilà, je pense que c'est des termes que vous connaissez, mais très rapidement, le grand cycle de l'eau, c'est évaporation de la mer, création de nuages, pluie ou neige. Puis ensuite, on a du ruissellement ou de l'infiltration. Il y a une partie de cette eau qui tombe sous forme de pluie ou qui ruisselle, qui peut être captée par les plantes et être évapotranspirée. C'est quand même une grande partie des précipitations. Et puis voilà, une fois que c'est reparti dans le circuit, on retourne dans les cours d'eau, dans la mer, et puis on recommence le cycle. Au niveau de ce grand cycle de l'eau, où est-ce qu'on peut agir? Sur l'évaporation, pas tant. Sur l'évapotranspiration, on peut avoir une action. L'idée, ce serait de ralentir en fait l'évapotranspiration, mais aussi de ralentir le ruissellement. L'idée, c'est que le ruissellement, c'est une goutte d'eau qui va très vite au cours d'eau et qui va très vite à la mer après. Il faut essayer d'éviter ça, donc de le ralentir. Et à l'inverse, pour pouvoir garder la goutte d'eau un peu plus longtemps dans le circuit, entre guillemets, il faudrait essayer d'avoir une augmentation de l'infiltration de l'eau dans le sol. Si on fait un peu le pendant pour le petit cycle de l'eau, c'est un usage plus anthropique en fait de ce cycle. On pompe de l'eau, soit dans le cours d'eau, soit dans la nappe phréatique. On la traite, on la stocke, on l'utilise, on la retraite pour l'épurer et puis on la relargue dans le milieu. Là, l'axe de travail, ce serait plutôt de multiplier en fait les usages successifs
de cette eau, éventuellement en disant qu'on les utilise de l'usage le plus exigeant au moins exigeant. Quand j'introduis cette notion, voilà, je pense qu'il y a encore des questions à se poser sur à quel niveau d'exigence on place l'irrigation, comment est-ce qu'on hiérarchise les autres exigences entre elles et avec l'irrigation. Enfin voilà, il y a des thématiques, mais en tout cas, on ralentit sur le grand cycle de l'eau et on réutilise, si vous voulez, on multiplie les usages sur le petit cycle de l'eau. Comment faire? Je ne vais pas vous lister toutes les solutions, surtout qu'elles dépendent souvent du type de sol, du type de production agricole et de plein d'autres choses, le matériel des agriculteurs. Mais il y a quelques leviers agricoles et agronomiques de gestion du sol. On décompacte, on essaye d'éviter qu'il y ait une croûte de battance pour qu'il n'y ait pas trop de ruissellement. L'idée, c'est d'augmenter l'infiltration dans le sol, si vous voulez, et la rétention dans le sol de cette eau. On peut aussi jouer sur la végétation, en jouant sur des variétés qui résistent au stress, par exemple, à avoir un assolement qui est diversifié pour avoir une mosaïque de paysages, des espèces qui seraient moins consommatrices d'eau, on joue sur les dates de semis, etc. Et puis, sur l'utilisation de l'eau, si on doit irriguer, on essaie de le faire au bon moment, quand il y a vraiment besoin, avec un matériel qui permet d'éviter les pertes, etc., etc. Donc, il y a des leviers qui existent pour pouvoir travailler à l'échelle notamment du grand cycle de l'eau pour les 2 premiers points, et puis du plus petit cycle de l'eau pour l'irrigation. Mais voilà, il existe des leviers. Et donc, globalement, il y a 3 piliers, alors qui sont sous mon texte, mais on peut travailler sur à quelles nouvelles ressources on peut accéder pour pouvoir maintenir un usage de l'eau pour l'agriculture. On peut travailler sur l'économie et l'efficience du coup notamment de cette irrigation, quoi, ou en tout cas de cet usage de l'eau, de cette eau verte. Et on peut travailler aussi sur la gestion des conflits, la gestion des usages et la gouvernance de tout ça. Et pour ça, voilà, que vous soyez une collectivité, une coopérative, une filière ou quoi, on peut vous accompagner pour à nouveau diagnostiquer la vulnérabilité de votre filière, de votre territoire à tous ces enjeux de gestion quantitative de l'eau. Vous accompagner dans la co-construction d'une stratégie d'action et l'identification d'actions qui sont techniques, efficaces et acceptables. Et puis après, des aspects plutôt d'encadrement, d'accompagnement au changement, formation, sensibilisation et puis de la communication, quoi. Et je répète, l'idée, c'est vraiment de ralentir le grand cycle de l'eau et avoir un multi-usage, dont un usage agricole quand il y a besoin. Donc ça, c'est globalement un accompagnement qu'on peut proposer dès aujourd'hui, même pour des thématiques actuelles. Si on s'adapte aussi aux évolutions à venir, on peut aussi vous accompagner pour l'adaptation des modèles agricoles et des filières au changement climatique notamment. Je ne veux pas trop m'avancer sur cette thématique parce que vous aurez un super webinaire vendredi sur l'adaptation au changement climatique. On conclut notre université d'été avec cette thématique. Donc, je m'appesantis pas trop sur cette proposition d'accompagnement. Et je terminerai très rapidement parce que je pense que j'ai déjà bien utilisé mon timing avec quelques actualités à suivre pour la rentrée. Donc, je vous ai dit de le garder en tête tout à l'heure. On va avoir une mise à jour du plan Ecophyto avec un plan Ecophyto 2030 qui devrait être présenté à la rentrée. Alors, moi, j'ai pas de date en tout cas précise, mais ce sera vraiment pour la rentrée. On a eu les informations cet été. Dans le cadre de ce nouveau plan Ecophyto, on a des liens qui sont faits assez fortement avec la stratégie nationale pour la biodiversité. Pareil, qui a été publié en version finale cet été. On a aussi un lien à venir qui est assez fort avec la réglementation européenne sur la santé des sols. En tout cas qu'on imagine. Et là, je vous invite, si vous ne l'avez pas suivi, à écouter le replay du webinaire sur la santé des sols qui a eu lieu hier. Et voilà, tout un tas d'enjeux qui seront traités pour poursuivre ce plan Ecophyto en cohérence avec les autres stratégies nationales. Ce qu'on a d'autre à venir, très certainement, c'est à l'issue du plan eau, mais aussi dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité, on a une volonté politique confirmée de continuer de déployer des démarches de déploiement de paiement pour services environnementaux
notamment via les agences de l'eau, enfin en tout cas certainement via les agences de l'eau, avec donc une enveloppe budgétaire qui est mentionnée de 30 millions par an pendant toute la programmation PAC 23-27 dans le cadre du plan eau, et une action aussi sur les PSE, alors plus biodiversité, mais il y a des connexions immédiates entre l'intérêt pour la biodiversité et l'intérêt pour l'eau. Avec certainement un démarrage par une évaluation de l'efficacité des PSE qui ont été déployés là entre 2018 et 2021. Donc une actualité peut-être sur de nouveaux appels à projets intéressants à suivre. Et puis on a aussi quelques actualités en interne chez AgroSolutions autour de la thématique de l'eau. Alors avec notamment un atelier sur toute une journée en novembre réservé aux adhérents, mais qui a pour objectif de réfléchir collectivement à une nouvelle utilisation de l'eau en agriculture. Donc avec Agri-Sud-Ouest Innovation parmi d'autres organisateurs. À nouveau, le petit plus, je me permets aussi de vous dire que dans pas très longtemps, le 7 septembre, on a aussi un webinaire autour de la santé des sols, si jamais vous voulez pouvoir aussi interagir avec notre experte Lucie. Au-delà du replay d'hier, vous avez aussi un autre webinaire le 7 septembre. Voilà, c'est un peu hors thématique, mais ça peut être intéressant aussi. Au niveau des publications, on a un article de positionnement qui est toujours à disposition sur notre site internet, et on a aussi un dossier autour des paiements pour services environnementaux qui est dans le Perspective agricole de septembre, donc qui vient de sortir. Et enfin, notre plateforme d'expérimentation et de déploiement de la troisième voie de l'agriculture à l'échelle de Bioline, qui s'appelle OpenField, dans lequel tous ces enjeux eau sont déjà traités et le seront de plus en plus. Voilà pour nos actualités. Je vous donne rendez-vous pour le reste du cycle des universités d'été avec la prochaine conférence demain à midi autour de la méthanisation et des externalités qui sont générées par celle-ci. Voilà pour moi. Je suis à disposition si vous avez des questions. Je laisse Ludivine me les relayer. Merci Elisa. En effet, quelques questions. Pour les projets de BNI, enfin de filière à bas niveau d'intrants, est-ce qu'il y a un délai pour ce type de projet de territoire? Pour moi, ce sont des démarches qui sont soit sur une base de volontariat, par exemple d'une coopérative qui voudrait s'emparer du sujet. Aujourd'hui, on voit essentiellement cette thématique apparaître dans le cadre d'appels à projets régionaux. Par exemple, la région Grand Est a lancé un appel à manifestation d'intérêt autour du déploiement de ces filières. Il y a aussi d'autres métropoles, par exemple, donc des territoires un peu plus restreints qui veulent s'emparer de cette thématique. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de délai absolu, en tout cas pas à ma connaissance, mais c'est une dynamique qu'on voit apparaître dans les territoires, en tout cas chez les acteurs publics. Est-ce qu'il y a des travaux effectués autour de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation? Oui, il y a beaucoup de travaux. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans le détail, notamment par manque de temps, mais c'est sûr que ça fait partie des nouvelles ressources qu'il faut étudier pour l'irrigation. Il y a des projets qui sont déjà déployés. Je pense notamment au Grand Narbonne, qui a l'irrigation viticole sur la base de réutilisation des eaux usées traitées. Aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête qu'il n'y a pas vraiment de frein technique, il y a plutôt un frein réglementaire et un frein à l'investissement. Le projet du Grand Narbonne, il est assez cohérent avec ce qu'on voit dans d'autres projets. Il y a 80%, c'est de l'investissement par subvention publique. Et puis, on attend tous aussi la levée de quelques freins réglementaires pour des notions de qualité, de seuil de qualité sanitaire de l'eau pour pouvoir avoir des usages tels que par exemple l'irrigation agricole, de culture à vocation alimentaire. Donc voilà, des freins pas tellement techniques mais plutôt financiers et réglementaires. Merci. Ensuite, il y avait une question sur l'évapotranspiration, enfin une question, une remarque. Quelles techniques peuvent être utilisées pour ralentir l'évapotranspiration? Et puis, une autre question, pourquoi ralentir l'évapotranspiration si elle est génératrice de pluie? Alors, pour le premier volet de cette question, limiter l'évapotranspiration, on va plutôt jouer sur le végétal. Donc, il faut en fait pour l'agriculteur avoir
une dynamique, une réflexion dans le choix de son assolement et le choix des variétés finalement et de la succession dans la rotation de chacune des variétés qu'il cultive, mais aussi une réflexion autour de la variété. Je vais notamment, ça va être un tout petit peu technique, mais je vais notamment vous amener sur des réflexions sur la physiologie des plantes. Quand une plante, elle fait de la biomasse, en fait, elle utilise de l'énergie du soleil et elle utilise de l'énergie et en fait, elle renvoie de l'eau dans l'atmosphère. Et il y a des plantes qui ont un ratio comme ça de production de biomasse sur renvoi de l'eau qui est plus ou moins efficace. Et il y a notamment des travaux sur la vigne qui sont très intéressants, qui peuvent être creusés là-dessus. C'est plus facile sur des cultures pérennes. Mais voilà, du coup, c'est d'abord une question de choix du végétal pour pouvoir ralentir l'évapotranspiration. Après, une plante, quand elle fait de la biomasse, elle transpire. Merci. Et donc, sur le deuxième volet, ralentir l'évapotranspiration, c'est la génératrice de pluie. Oui, alors, on génère de la pluie, mais l'évaporation, comment dire, c'est une phase gazeuse de l'eau. Donc, c'est pas une eau qui est, entre guillemets, utilisable. C'est une eau qui servira plus tard à un autre endroit. Donc, en fait, oui, c'est le principe de rien ne se crée, tout se transforme. Hein, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. L'eau, elle disparaît pas, mais elle est plus utilisable parce qu'elle est plus dans la bonne forme, si vous voulez, et elle est plus là forcément au bon moment, au bon endroit. Donc, on génère la pluie, mais potentiellement, on ne va pas la générer là où on en a forcément besoin. Et je pense que je réponds à la question d'après sur les masses d'air emportées sur d'autres zones géographiques. Je pense qu'on est tout bon. En effet, Terrasolis et le Grand Reims organisent une conférence sur la gestion participative de l'eau en milieu agricole sur le territoire, qu'on suivra avec attention évidemment. Oui. Voilà. Et puis voilà, on le dit en effet à chacun de nos webinaires. On a une vocation à vraiment être très proche du terrain et donc la plateforme expérimentale du groupe nous aide bien là-dessus, Openfield, sur lequel il y a eu en effet des choses qui ont été testées pour la partie gestion de l'eau. Voilà, il est 13h45, sauf s'il y a une dernière question. A priori, on est bon. Et ben, il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous encore une fois demain sur la thématique des agri-énergies, notamment sur la méthanisation, très focus méthanisation. À vous remercier pour votre présence et puis vous souhaitez une belle après-midi. Merci beaucoup, Elisa. Merci à toi et merci à vous pour votre écoute et vos questions. Bon après-midi.